Je m'appelle Mira Mercé, et j'ai passé 32 ans en tant que fille invisible dans une famille qui ne voyait de valeur que chez les fils. Quand j'ai eu 18 ans, mes parents ont fait un chèque de 180 000 $ pour envoyer mon frère en faculté de médecine. Quand j'ai demandé de l'aide pour mes frais de scolarité, mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Les filles n'ont pas besoin de diplôme. Trouve-toi un bon mari. » Alors, j'ai cumulé 3 emplois. J'ai survécu avec 5 heures de sommeil par nuit pendant 4 ans. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien et j'ai financé mes études de médecine à Johns Hopkins sans un seul dollar de leur part. 12 ans plus tard, je suis devenue chirurgienne cardiothoracique, l'une des rares femmes dans mon domaine. Mais à la fête de fiançailles de mon frère le mois dernier, mon père s'est tenu devant 150 invités et a présenté Tyler comme notre seul enfant qui a réussi. Il n'avait aucune idée que sa future belle-fille était la patiente que j'avais sauvée il y a 3 ans sur ma table d'opération. Avant de vous raconter la suite, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous parle. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Bethesda, dans le Maryland, l'une de ces banlieues chics près de Washington, où chaque pelouse semblait sortie d'un magazine, et chaque famille avait des secrets cachés derrière ses haies parfaites. Notre maison se trouvait au bout d'une impasse tranquille, garage pour 2 voitures, volets coloniaux, un chemin en dalle bordé de buis que ma mère taillait chaque dimanche après la messe. Mon père, Harold Mercé, a passé 30 ans à gravir les échelons de l'entreprise jusqu'à devenir directeur financier d'une compagnie d'assurance de taille moyenne. Il portait le même style de chemise Oxford bleu pâle tous les jours, pressé et amidonné, assorti d'une Rolex Datejust qu'il s'était offerte le jour de sa promotion. Cette montre était son trophée, sa preuve que le travail acharné payait pour le bon type de personne. Dans notre maison, il y avait des règles, pas du genre écrites, mais du genre qu'on apprend en observant. Tyler était déposé à l'école dans la Lexus de mon père. Moi, je prenais le bus. Tyler a eu un tuteur en mathématiques quand ses notes ont baissé. Quand j'en ai demandé un, mon père a dit « Tu n'as pas besoin de ça. Les filles ont juste besoin d'étudier assez pour s'en sortir. » Les matchs de baseball de Tyler étaient des événements familiaux. Mes remises de prix académiques? Ma mère est venue une fois, mon père jamais. Ma mère, Linda, était femme au foyer, d'une voix douce, toujours à arrondir les angles. Chaque fois que je remettais les règles en question, elle me tapotait la main et disait « Ton père fait ça parce qu'il t'aime. Il essaie juste de te protéger. » Me protéger de quoi? Du succès. J'étais la meilleure de ma classe chaque année, tableau d'honneur, boursière du mérite national. J'ai reçu des lettres d'université avant même d'avoir postulé. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas pour lui. Car dans le monde de mon père, les filles n'étaient pas des investissements. Nous étions des passifs, attendant de devenir la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et j'étais sur le point d'apprendre exactement combien cette croyance allait me coûter. L'été avant ma première année d'université, ma mère a préparé un pain de viande pour le dîner. Elle ne faisait du pain de viande que lorsque quelque chose d'important se passait, anniversaire, promotion, annonce. J'avais 18 ans. Je venais de recevoir ma lettre d'admission de l'université du Maryland, une bourse partielle qui couvrait la plupart de mes frais de scolarité, mais il me fallait encore environ 15 000 $ par an pour y arriver. Je me souviens avoir lissé la lettre sur la table de la salle à manger, le cœur battant d'un espoir que je ne voulais pas admettre. J'ai été accepté, ai-je dit, avec une bourse. J'ai juste besoin d'aide pour le reste. Mon père a pris la lettre. Il ne l'a pas lue. Il a juste jeté un coup d'œil à l'entête et l'a posée à côté de son assiette. Cet argent est pour Tyler, a-t-il dit, en faisant tourner le Macallan 18 dans son verre comme s'il prenait une décision d'affaires, ce qui, pour lui, était le cas. Ton frère aura besoin d'une carrière. Il aura une famille à soutenir un jour. Toi, il m'a enfin regardé, tu as juste besoin de trouver un bon mari. J'ai regardé Tyler. Il avait 14 ans à l'époque, penché sur son téléphone, faisant semblant de ne pas entendre. Il n'a pas dit un mot. Ma mère non plus. Le silence dans cette pièce était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. J'ai soigneusement plié la lettre, je l'ai glissée dans ma poche, et j'ai dit la seule chose que je pouvais dire, d'accord. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré dans ma chambre. Je n'ai pas crié dans mon oreiller. Je me suis assise à mon bureau,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des emplois à temps partiel près du campus. J'ai postulé à 3 avant minuit, car à ce moment-là, j'ai pris une décision, je ne demanderai plus jamais rien à mon père. Et je ne l'ai jamais fait. L'université a été un tourbillon de réveils matinaux et de cafés froids. Premier emploi, serveuse dans un restaurant à 2 rues du campus. Je faisais le service du petit déjeuner de 5h à 9h, servant du café aux camionneurs et aux retraités avant de courir à mon premier cours, avec encore de la graisse sur mon tablier. Deuxième emploi, assistante de bibliothèque. Après-midi et soir, à ranger des livres et à tenir l'accueil. J'ai appris à étudier entre 2 emprunts, révisant la chimie organique en tamponnant les dates de retour. Troisième emploi, tutrice de mathématiques le week-end pour des lycéens, le même service que mon père avait refusé de me payer quand j'avais leur âge. J'ai dormi en moyenne 5 heures par nuit pendant 4 ans. Je ne rentrais pas pour les vacances. Je disais à ma mère que j'avais des services supplémentaires, ce qui était vrai. Ce que je ne lui disais pas, c'est que je ne supportais pas de m'asseoir à cette table, à regarder Tyler ouvrir des cadeaux achetés avec de l'argent qui aurait pu changer ma vie. J'ai porté la même paire de baskets pendant 2 ans. Quand la semelle a commencé à se décoller, je l'ai recollée et j'ai continué à marcher. Ces chaussures m'ont emmené en cours, au travail, et finalement sur la scène de la remise des diplômes. Summa cum laude, une moyenne de 3,98, la meilleure de ma promotion. J'ai envoyé une invitation à la cérémonie à mes parents. Ma mère a répondu par texto, tellement fière de toi, ma chérie. Mais Tyler a un match de foot important ce jour-là. On fêtera ça quand tu seras à la maison. J'ai été diplômé seul. Un professeur que je connaissais à peine m'a serré la main et m'a dit, où que vous alliez à partir de maintenant, vous l'avez mérité. J'ai pleuré sur le parking pendant 10 minutes. Puis j'ai essuyé mon visage, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la bibliothèque pour rendre mes livres en retard. Ce chapitre était terminé, mais le plus difficile ne faisait que commencer. J'ai postulé à 12 facultés de médecine. 3 m'ont accepté. J'ai choisi Johns Hopkins, non pas parce que c'était la plus prestigieuse, bien que ce soit le cas, mais parce qu'ils offraient le meilleur programme d'aide financière, prêts, bourses, travail-études. J'ai tout assemblé comme une courte pointe, et d'une manière ou d'une autre, ça a tenu. 4 ans de médecine, 6 ans de résidence, 2 ans de spécialisation, 12 ans de ma vie, à construire quelque chose que personne dans ma famille ne croyait que je pouvais construire. Je me suis spécialisé en chirurgie cardio-thoracique, l'un des domaines les plus exigeants de la médecine. Les heures étaient brutales. La pression était implacable. J'ai vu des collègues faire un burn-out, abandonner, changer pour des spécialités plus faciles. Je suis resté. Non pas parce que j'avais quelque chose à prouver à mon père. Je suis resté parce qu'à chaque fois que je tenais un cœur humain dans mes mains, à chaque fois que je voyais un électrocardiogramme plat se transformer en un rythme régulier, je savais que c'était exactement ce que j'étais censé faire. À 32 ans, j'étais chirurgienne titulaire à l'hôpital Johns Hopkins. L'une des rares femmes de mon service, certifiée, publiée, respectée. Et ma famille n'en avait aucune idée. Ma mère savait que je travaillais dans un hôpital. C'était tout. Elle ne demandait jamais de détails, et je n'en offrais jamais. Je portais ma bague de médecine de Johns Hopkins tous les jours, un anneau en or avec l'écusson de l'université. Je l'ai acheté moi-même le jour de mon diplôme. Elle n'était pas tapa accent Graveleuil, la plupart des gens ne la remarqueraient même pas. Mais moi, je la remarquais, à chaque fois que je me préparais pour une opération, à chaque fois que j'avais besoin de me rappeler qui j'étais et ce que j'avais enduré pour en arriver là. Cette bague était ma preuve, ma rébellion silencieuse. Puis un soir, ma mère a appelé, et tout ce que j'avais passé 12 ans à éviter est revenu en force. Il était 21h un mardi, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. Elle n'appelait tard que lorsqu'elle ne voulait pas que mon père l'entende. Mira, ma chérie. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. J'ai des nouvelles. Tyler va se fiancer. J'ai posé mon verre de vin et je me suis adossé au comptoir de ma cuisine. C'est super, maman. Félicite-le de ma part. Il y aura une fête au Bethesda Country Club. Ton père voulait quelque chose de grand. 150 invités. Tous ses contacts professionnels, ses amis de golf, la totale. Je connaissais ce club. Les frais d'adhésion commençaient à $50 000 par an,
le genre d'endroit où les poignées de main scellaient des accords et où les noms de famille comptaient pour tout. Ça a l'air chic, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Tu peux venir si tu veux. Elle a hésité. Mais ton père. Il ne veut pas que quelqu'un te présente comme médecin ou quoi que ce soit du genre. Il a dit que tu devrais juste venir en tant que sœur de Tyler. Reste simple. Reste simple. Ne fais pas d'ombre à l'enfant chéri. Est-ce qu'il m'a envoyé une invitation? Silence. Maman, c'était plus simple comme ça. Il ne voulait pas que ce soit formel. Tu sais comment il est. Je savais exactement comment il était. C'est quand? Samedi 14, à 19h. J'ai consulté mon calendrier. Pas de chirurgie prévue, pas de garde. Une partie de moi voulait refuser la partie intelligente, celle qui avait passé 12 ans à construire une vie qui n'avait pas besoin de leur approbation. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore d'avoir 18 ans et de plier cette lettre d'admission dans ma poche, avait besoin d'aller jusqu'au bout. J'y serai, ai-je dit. Ma mère a soupiré de soulagement. Ne porte rien de trop voyant, d'accord? Tyler est la star de la soirée. Bien sûr, maman. Tyler est toujours la star. J'ai pris un Uber pour me rendre au country club. Je ne voulais pas m'occuper du voiturier ni que quelqu'un me pose des questions sur ma voiture, mon travail, ma vie. Je voulais juste me glisser à l'intérieur, présenter mes respects, et m'éclipser. Le Bethesda Country Club était exactement comme je l'attendais, architecture coloniale blanche, lustre en cristal visible à travers les hautes fenêtres, une pelouse manucurée s'étendant vers un parcours de golf de 18 trous. Le luxe suintait de chaque recoin. À l'entrée, un agent de sécurité en blazer impeccable a vérifié son presse-papier. Non. Mira Mercé. Il a parcouru la liste, l'a parcouru à nouveau, et a froncé les sourcils. Je ne vois pas de Mira Mercé. Bien sûr que non. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. 2 sonneries plus tard, elle est apparue à la porte, nerveuse et confuse. Elle est avec moi, a dit maman au garde, en me faisant entrer. C'est de la famille. De la famille? Le mot sonnait creux. J'avais choisi ma tenue avec soin, une simple robe en soie bleu marine, élégante, discrète, rien qui n'attire l'attention. Ma seule extravagance était ma bague de John Hopkins, que je portais à la main droite comme toujours. La salle de bal bourdonnait de conversation. Des flûtes en cristal s'entrechoquaient. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de classique dans un coin. Partout où je regardais, je voyais des marques de créateurs et des sourires étudiés. Mon père se tenait près de l'entrée, saluant les invités d'une poignée de main ferme et d'un sourire de politicien. Quand il m'a vu, son expression a vacillé un instant avant de se figer dans une neutralité froide. Il a hoché la tête une fois, puis s'est retourné vers le couple à qui il parlait. Pas de câlin, pas de bienvenue, juste un hochement de tête, comme si j'étais une connaissance lointaine qu'il était obligé de saluer. Un homme à côté de lui a demandé, « Harold, qui est-ce » La réponse de mon père a été lisse, étudiée, méprisante, juste une parente. Je suis passé devant lui sans un mot, me dirigeant vers le bar. C'est là que je l'ai remarqué, une femme en robe blanche, qui fixait ma bague. À 20 heures précises, la musique s'est estompée, et un projecteur a illuminé la petite scène à l'avant de la salle de bal. Mon père est monté au micro, une flûte de champagne à la main, sa Rolex brillant sous les lumières. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, sa voix portant la chaleur exercée d'un homme qui avait passé des décennies à diriger des conseils d'administration, merci à tous de vous joindre à nous ce soir pour célébrer une occasion très spéciale. La salle s'est calmée. 150 visages se sont tournés vers lui avec une attention polie. Ce soir, nous honorons mon fils, Tyler, la fierté de la famille Mercé, notre seul enfant qui a réussi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, notre seul enfant qui a réussi. Je suis resté figé près du fond de la salle, le champagne intact dans ma main, tandis que mon père continuait. Tyler termine actuellement sa formation médicale et deviendra bientôt médecin. Il représente tout ce que cette famille défend, le travail acharné, le dévouement et le courage de viser l'excellence. Des applaudissements ont parcouru la foule. Tyler se tenait près de la scène, rayonnant, acceptant les félicitations de personnes qui ne savaient probablement rien de lui. La famille Mercé a toujours cru en l'investissement dans l'avenir, a poursuivi mon père, et Tyler est la preuve que ces investissements portent leurs fruits.
J'ai senti des regards sur moi. Quelques invités qui savaient que j'existais, des amis de ma mère peut-être, m'ont jeté un regard qui ressemblait à de la pitié. Ils savaient. Ils pouvaient voir ce qui se passait. Une femme à côté de moi s'est penchée vers son mari et a chuchoté, « N'est-ce pas sa fille ? L'aîné ? » Je pensais qu'il n'avait qu'un seul fils, a-t-il chuchoté en retour. C'est là que j'ai compris. Mon père ne m'avait pas seulement ignoré. Il m'avait effacé. J'ai posé ma coupe de champagne sur une table voisine, ma main plus stable que prévu, et je me suis dirigé vers la sortie. Mais quelqu'un marchait déjà vers moi. Elle était belle comme le sont toujours les futures mariées, radieuse, resplendissante, drapée dans une soie de couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mon premier mois de loyer en faculté de médecine. Mais ce n'est pas sa robe qui m'a arrêté. C'étaient ses yeux. Ils étaient fixés sur ma main, sur ma bague. « Excusez-moi » a-t-elle dit, en comblant la distance entre nous d'un pas rapide et déterminé. « Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais travaillez-vous à Johns Hopkins ?» Mon cœur a raté un battement. « Oui » ai-je dit prudemment. « C'est le cas. »« Êtes-vous chirurgienne ?» Le bruit de la salle de bal a semblé s'estomper. Le tintement des verres, les conversations murmurées, tout s'est dissous en un bruit blanc alors que je regardais cette femme, que je la regardais vraiment, et que le souvenir m'est revenu. Il y a 3 ans, 2 heures du matin. Une femme de 26 ans, la poitrine écrasée dans un accident de voiture, saignant abondamment sur ma table d'opération. 7 heures de chirurgie, entre la vie et la mort jusqu'à la toute fin. Je me suis souvenu de son visage, plus jeune alors, pâle, flottant entre la vie et la mort. Rachel, ai-je dit, son nom refaisant surface de quelque part au fond de ma mémoire. Rachel Porter. Elle a porté la main à sa bouche. Des larmes ont rempli ses yeux. C'est vous. Oh mon Dieu, c'est vraiment vous. Avant que je puisse répondre, Tyler est apparu à ses côtés, son sourire crispé de confusion. Chérie, que se passe-t-il? Il m'a regardé, puis s'est tourné vers Rachel. Tu connais ma sœur? La tête de Rachel s'est tournée brusquement vers lui. Ta sœur? Sa voix s'est brisée. Tyler, tu ne m'as jamais dit ce que faisait ta sœur dans la vie. La mâchoire de Tyler s'est crispée. Je pouvais le voir calculer, essayant de contrôler le récit. Elle travaille dans un hôpital, a-t-il dit rapidement. Un truc administratif. Rachel l'a dévisagé. Puis elle m'a dévisagé. Administratif, a-t-elle répété lentement. Tyler, cette femme m'a sauvé la vie. Le visage de Tyler a traversé 3 expressions en 2 secondes, la confusion, la panique, puis un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Chérie, ne faisons pas de scène. Il a attrapé le bras de Rachel. Il y a des gens importants que je veux te présenter. Monsieur Davison de l'ancien cabinet de papa est là, et... Tyler. Rachel a retiré son bras. Tu as entendu ce que je viens de dire? Je t'ai entendu. Et c'est super, vraiment. Mais on pourra rattraper ça avec Mira plus tard. Il m'a jeté un regard, le même qu'il me lançait quand on était enfant et que j'avais accidentellement de meilleures notes. N'est-ce pas, Frangine? Je n'ai rien dit. J'ai juste observé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta sœur était médecin, a insisté Rachel. Elle n'est pas enfin, elle est. Tyler a bafouillé. Écoute, c'est compliqué. Notre famille est compliquée. On peut juste profiter de la fête, s'il te plaît? Compliqué comment? Les invités les plus proches de nous avaient commencé à le remarquer. Les têtes se tournaient, les chuchotements se propageaient comme des ondulations dans un étang. Tyler a baissé la voix, son sourire devenant tendu. Mira, tu peux juste partir? C'est ma soirée. Tu as déjà causé assez de problèmes rien qu'en venant. J'ai ressenti la vieille piqûre familière, celle que j'avais passé des années à apprendre à ignorer. Je ne cause rien, Tyler. Je suis juste là. Tu sais ce que je veux dire. Sa voix est tombée à un sifflement. Il faut toujours que tout tourne autour de toi. Même maintenant, même ce soir. Rachel a regardé entre nous, son expression passant de la confusion à quelque chose de plus dur, de plus suspicieux. Tyler, a-t-elle dit doucement, je vais te le demander une dernière fois. Pourquoi ne savais-je pas que ta sœur est chirurgienne?
Il n'a pas répondu. Et dans ce silence, j'ai vu la première fissure dans l'image parfaite que ma famille avait mis des décennies à construire. Mon père s'est matérialisé à côté de nous, comme s'il avait un sixième sens pour les perturbations dans ces événements soigneusement orchestrés. Que se passe-t-il ici? Sa voix était basse, contrôlée, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Rien, papa, a sauté immédiatement Tyler. Mira s'en allait. Non, je ne partais pas, ai-je dit calmement. Les yeux de mon père se sont tournés vers Rachel, puis vers le petit groupe d'invités qui faisait semblant de ne pas écouter. Mira, il a prononcé mon nom comme s'il s'agissait d'un problème à résoudre, c'est la fête de fiançailles de Tyler. Si tu ne vas pas le soutenir, il vaut peut-être mieux que tu. Que je quoi, papa? Que je disparaisse comme je le fais toujours? Rachel s'est avancée. Monsieur Mercé, saviez-vous que votre fille Point est une employée d'hôpital, a coupé mon père en douceur. Oui, nous sommes au courant. Mais ce soir, il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de Tyler et de son avenir. Son avenir, sa carrière, son succès. Toujours le sien. Un homme à proximité, quelqu'un que je reconnaissais vaguement comme l'un des partenaires de golf de mon père, s'est raclé la gorge. Harold, je ne savais pas que tu avais une fille. Tu ne l'as jamais mentionné. Le sourire de mon père s'est crispé. Nous sommes une famille discrète, George. Mira a choisi un chemin différent du reste d'entre nous. Elle est indépendante. Le mot dégoulinait de mépris. Peut-être trop indépendante, a-t-il ajouté, en baissant la voix juste assez pour que seuls les plus proches puissent entendre, mais assez fort pour faire passer son message. Certains enfants veulent faire partie de la famille. D'autres, il a haussé les épaules, d'autres n'ont rien à apporter. L'air autour de moi est devenu glacial. J'avais passé 12 ans à construire une carrière, à sauver des vies, à obtenir chaque diplôme par la sueur et le sacrifice. Et en 3 phrases, mon père avait réduit tout cela à néant. Rachel le fixait comme si elle ne l'avait jamais vu. Et peut-être que non, pas le vrai lui. J'ai senti la chaleur monter à mon cou, la vieille envie familière de me recroqueviller, de m'excuser, de disparaître. Pendant 18 ans, j'avais vécu sous le toit de cet homme et j'avais appris que la survie signifiait le silence. Pendant 12 autres années, j'avais construit une vie où son opinion n'avait pas d'importance. Mais debout là, dans cette salle de bal scintillante, entouré d'étrangers qui pensaient que mon père était un grand homme, j'ai réalisé quelque chose, j'avais fini de me recroqueviller. J'ai pris une profonde inspiration, puis une autre. Mon rythme cardiaque a ralenti pour atteindre le rythme régulier que j'avais avant une opération, calme, concentrée, précise. Je ne pars pas, papa. Mon père a cligné des yeux. Excuse-moi. Je suis venu célébrer les fiançailles de mon frère. Je vais rester, prendre un verre d'eau et féliciter les heureux fiancés. J'ai lissé le devant de ma robe. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Son visage a rougi. Mira. Tu n'as pas à me présenter à qui que ce soit. Tu n'as même pas à reconnaître que j'existe. J'y suis habitué. Je l'ai regardé dans les yeux sans ciller. Mais je ne pars pas parce que ma présence te met mal à l'aise. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis je me suis tourné et j'ai marché jusqu'au bar, mes talons claquant sur le sol en marbre avec une confiance que j'avais acquise dans les salles d'opération, les gardes de nuit et des années à faire mes preuves auprès de personnes bien plus intimidantes qu'Harold Mercé. J'ai commandé de l'eau gazeuse avec du citron vert. Le barman l'a fait glisser sur le comptoir avec un petit hochement de tête. J'ai pris une gorgée et j'ai regardé la fête continuer autour de moi, les rires forcés, les bises, la danse élaborée des gens riches faisant semblant que tout allait bien. Je n'avais pas besoin de faire de scène. Je n'avais pas besoin de dénoncer qui que ce soit. J'avais juste besoin de tenir bon. Et de l'autre côté de la salle, j'ai vu Rachel me regarder avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Elle marchait de nouveau vers moi. Je veux faire une pause ici et vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été rabaissé par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Avez-vous déjà accompli quelque chose d'incroyable, pour que votre famille fasse comme si de rien n'était? Si c'est votre cas, laissez un commentaire ci-dessous. Tapez simplement « Je comprends ». Faites-moi savoir que je ne suis pas seul. Et si vous voulez savoir ce que Rachel m'a dit ensuite, continuez à regarder. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous êtes de mon côté.
Avant que Rachel ne puisse m'atteindre, ma mère lui a barré le chemin. Ma chérie, laisse-moi te présenter quelques-unes de nos amies du club, a dit vivement maman, en dirigeant Rachel vers un groupe de femmes plus âgées dégoulinant de perles. Puis elle est revenue vers moi, le sourire figé, mais les yeux suppliants. Mira, ma chérie, elle m'a agrippé le coude, ses doigts tremblant légèrement, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas ce soir. Ne pas faire quoi, maman? Je suis juste là, debout. Tu sais ce que je veux dire. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, vérifiant si mon père regardait. Ton père est déjà contrarié. Tyler est nerveux. C'est censé être une soirée heureuse. Et ma présence gâche tout. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Maman, sais-tu même ce que je fais dans la vie? Ses yeux sont tombés au sol. Tu sais que je travaille à Johns Hopkins. Tu sais que je suis chirurgienne. Tu le sais depuis des années. Ma voix était calme mais ferme. Pourquoi ne le lui as-tu jamais dit? Ton père n'aurait pas... Elle s'est interrompue. Il ne m'aurait pas cru. Il avait déjà son opinion sur toi. Alors tu l'as juste laissé faire? Je n'avais pas le choix. Tu avais le choix tous les jours, maman. Tu ne l'as juste pas fait. Ses yeux brillaient. Pendant un instant, j'ai vu la mère que je me souvenais de mon enfance, celle qui me donnait en douce un dessert supplémentaire et me disait que je pouvais être tout ce que je voulais. Cette femme avait disparu depuis longtemps. Je sais que tu as bien réussi, a-t-elle murmuré. Je suis fier de toi. C'est juste que je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Le dire à voix haute? Elle m'a serré la main une fois, puis l'a lâchée. S'il te plaît, rentre chez toi, Mira, avant que les choses n'empirent. Elles sont déjà pires, maman. Elles le sont depuis toute ma vie. Je l'ai regardé s'éloigner. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai juste ressenti de la tristesse. Je me suis dirigé vers un coin de la salle de bal, près des baies vitrées qui donnaient sur le parcours de golf. Dehors, les lumières du paysage projetaient des flaques dorées sur l'herbe immaculée. Je pouvais voir la silhouette de voitures de luxe sur le parking, Mercedes, BMW, quelques Porsche, le monde auquel mon père aspirait désespérément. À l'intérieur, 150 personnes riaient, trinquaient et célébraient un avenir qui n'avait rien à voir avec moi. J'ai baissé les yeux sur ma bague, l'écusson de Johns Hopkins captant la lumière. J'ai pensé au jour où je l'ai mérité. La cérémonie était modeste, dans une salle de conférence avec du mauvais café et un éclairage fluorescent. Mes camarades de classe avaient leurs familles qui remplissaient les sièges, des parents qui essuyaient leurs larmes, des frères et sœurs qui prenaient des photos. J'étais assise seule au 3e rang. Quand ils ont appelé mon nom, je suis monté, j'ai serré la main du doyen et j'ai accepté ma bague sans personne pour en être témoin. Après, un concierge qui installait des chaises pour l'événement suivant a dit « Félicitations, docteur ». C'est la seule personne qui a reconnu mon accomplissement ce jour-là. J'ai pressé mon pouce contre la bague maintenant, sentant son poids. Qu'est-ce que je faisais là, au juste? J'avais passé 12 ans à construire une vie qui ne nécessitait pas leur approbation, une vie remplie de collègues qui me respectaient, de patients qui me faisaient confiance, d'un travail qui comptait. Pourquoi étais-je debout dans un coin à la fête de fiançailles de mon frère, espérant quelque chose que je savais que je n'obtiendrais jamais? À travers la vitre, j'ai vu un couple se promener bras dessus, bras dessous vers le jardin, heureux, insouciants, normaux. Peut-être que je devrais juste partir. Les laisser avoir leur soirée parfaite. Mais alors, mon téléphone a vibré. Un texto du docteur Kevin Chen, un collègue de Hopkins. Salut, Mira. Question au hasard. Ton frère, Tyler. A-t-il terminé sa résidence? Je viens de le voir à une conférence pharmaceutique. Je pensais qu'il était encore en formation. J'ai fixé l'écran, et tout a changé. J'ai lu le message 3 fois. Je pensais qu'il était encore en formation. Tyler n'était pas en formation. D'après les nouvelles de ma mère et les quelques-unes qu'elle partageait, Tyler terminait sa résidence et allait bientôt devenir médecin. C'était l'histoire, le récit que mon père diffusait à qui voulait bien l'entendre. Mais Kevin venait de voir Tyler à une conférence de vente pharmaceutique. Pas une conférence médicale, une conférence de vente. J'ai ouvert un navigateur sur mon téléphone et j'ai cherché Tyler Mercer Pfizer.
3 résultats, un profil LinkedIn, une liste dans l'annuaire de l'entreprise, une biographie d'intervenant de conférence datant de 6 mois. Tyler Mersey, délégué médical, Pfizer, UNC. Pas de résidence, pas de licence médicale, pas de docteur devant son nom. Il avait abandonné il y a 2 ans, d'après les dates. Mon père avait dépensé 180 000 $ pour les études de médecine de Tyler, et Tyler n'avait même pas terminé. Il s'était discrètement réorienté vers la vente pharmaceutique et ne l'avait jamais dit à personne. Pendant 2 ans, il avait menti à toute notre famille. J'ai glissé mon téléphone dans ma pochette, mon esprit tournant à plein régime. Ce n'était pas mon arme. Je n'étais pas venu ici pour dénoncer qui que ce soit. Mais en regardant mon père faire le tour de la salle, serrant des mains, se vantant de son fils futur médecin, j'ai réalisé quelque chose. La vérité n'avait pas besoin de moi pour être instrumentalisée. La vérité avait une façon de faire surface d'elle-même. J'ai pensé à chaque patient qui m'avait remercié après une opération, à chaque vie que j'avais aidé à sauver, à chaque garde de 18 heures, à chaque sacrifice, à chaque moment où j'avais choisi cette voie malgré le manque de soutien. Je n'avais rien à prouver à mon père. Mais je n'avais pas non plus à protéger les mensonges de mon frère. Je me suis redressé et j'ai regardé de l'autre côté de la salle. Rachel se libérait enfin du groupe de femmes. Elle se dirigeait vers moi. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai retrouvé Rachel à mi-chemin, près d'une des hautes tables de cocktail drapées de lin blanc. « Je suis désolé pour tout à l'heure », a-t-elle dit, légèrement essoufflée. La mère de Tyler n'arrêtait pas de me traîner pour me présenter à des gens. Ce n'est rien. C'est ta fête. C'est censé l'être, a-t-elle mordu sa lèvre. Mais rien ne semble juste ce soir. J'ai étudié son visage, le pli entre ses sourcils, la tension dans ses épaules. Ce n'était pas l'éclat d'une future mariée, c'était le doute. Rachel, que sais-tu de la carrière de Tyler? Elle a cligné des yeux à la question. Il termine sa résidence, en médecine interne. Il est censé commencer sa spécialisation l'année prochaine. C'est ce qu'il t'a dit? C'est ce qu'il a dit à tout le monde. Sa voix a vacillé. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? J'ai hésité. Ce n'était pas mon secret à révéler, mais ce n'était pas non plus mon mensonge à protéger. Je viens de recevoir un message d'un collègue. Il a vu Tyler à une conférence de vente pharmaceutique la semaine dernière. Une conférence de vente? Rachel a secoué la tête. Non, Tyler ne fait pas de vente. Il est médecin. Enfin, presque médecin. Rachel, j'ai gardé une voix douce mais directe. J'ai vérifié. Tyler travaille pour Pfizer. Il est répertorié comme délégué médical. Depuis au moins 2 ans. La couleur a quitté son visage. Ce n'est pas possible. Il me montre son emploi du temps. Il parle de ses patients. Elle s'est arrêtée. Quelque chose a fait-il derrière ses yeux. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Les heures. Il est toujours si vague sur où il va. Je pensais que c'était parce qu'il était occupé à l'hôpital. Je n'essaie pas de te faire du mal, ai-je dit. Je pense juste que tu mérites de connaître la vérité avant de l'épouser. Rachel m'a dévisagé. Puis elle a regardé de l'autre côté de la salle, vers Tyler, qui riait de quelque chose que son père disait. Il me ment depuis 2 ans. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Rachel est restée figée un long moment, en train de digérer. Puis elle s'est retournée vers moi avec un regard différent, plus vif maintenant, plus concentré. Attends. Est-ce qu'on peut revenir à ce que j'ai dit plus tôt? Elle a pris une profonde inspiration. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture. Un grave. Mon sternum était écrasé. J'avais une hémorragie interne. Ils ont dit à mes parents que je ne survivrais probablement pas à la nuit. J'ai hoché lentement la tête. Je me souviens. La chirurgienne qui m'a sauvé, la docteure Mira Mersey, m'a opéré pendant 7 heures. Elle a tenu mon cœur dans ses mains. La voix de Rachel s'est brisée. Quand je me suis réveillé aux soins intensifs, elle était là. Elle m'a tenu la main et m'a dit, vous vous êtes bien battu. Maintenant, vous allez vivre. Je m'en souvenais aussi. Je me souvenais de ses parents sanglotants dans la salle d'attente.
Je me souvenais du moment où ces signes vitaux se sont stabilisés et où j'ai enfin expiré. Cette chirurgienne, c'était vous, a dit Rachel. N'est-ce pas? Oui. Des larmes ont coulé sur ses joues. Avant que je puisse réagir, elle m'a serré dans ses bras. J'ai pensé à vous tous les jours pendant 3 ans, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Je suis retourné à l'hôpital une fois pour vous trouver, mais on m'a dit que vous aviez changé de service. Je n'ai jamais pu vous remercier correctement. Vous venez de le faire. Elle s'est reculée, s'essuyant les yeux du revers de la main. Pendant tout ce temps, vous étiez la sœur de Tyler. Il parlait de vous comme si vous n'étiez personne, comme si vous ne comptiez pas pour lui. Je ne compte pas. Mais vous comptez pour moi. Sa voix s'est durcie. Vous m'avez sauvé la vie, et sa famille vous traite comme si vous étiez invisible. Elle a regardé vers la scène où le micro se tenait encore, après le discours de mon père. Non, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable du tout. Rachel, vous n'êtes pas obligée. Si, je le suis. Elle a serré mes mains. La vérité doit éclater. Toute la vérité. Que allez-vous faire, ai-je demandé. Rachel a jeté un coup d'œil vers la scène, puis m'a regardé. Je devais faire un discours plus tard, remercier la famille de Tyler de m'accueillir, parler de mon enthousiasme pour notre avenir ensemble. Et maintenant? Maintenant, je vais dire la vérité. Elle s'est redressée. Pas pour blesser Tyler, pas pour embarrasser votre père. Juste parce que je ne veux pas construire un mariage sur des mensonges. Rachel, c'est votre fête de fiançailles. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ici, devant tout le monde? Ou d'autres? Elle a ri amèrement. Tyler me ment depuis 2 ans. Votre père vient de se lever là et d'appeler Tyler son seul enfant qui a réussi. Alors que vous êtes celle qui est réellement devenue médecin, chirurgienne, quelqu'un qui sauve des vies. Elle a secoué la tête. J'ai failli mourir, Mira. Savez-vous ce que ça fait à une personne? Ça vous fait réaliser à quel point la vie est courte, précieuse. Je me suis promis après cet accident de ne jamais perdre de temps avec des choses qui n'étaient pas réelles. Son regard a croisé le mien. Tyler n'est pas réel. L'avenir que nous avions prévu n'est pas réel. Mais vous, ce que vous avez fait pour moi. C'était réel. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la satisfaction, pas du triomphe, quelque chose de plus calme. Du soulagement, peut-être, que quelqu'un me voit enfin. Je ne vais accuser personne de quoi que ce soit, a dit Rachel. Je vais juste raconter mon histoire et laisser les gens tirer leurs propres conclusions. Et Tyler. Tyler pourra s'expliquer, s'il le peut. Elle a touché mon bras. Restez-vous? Je ne veux pas faire ça sans vous ici. J'ai pensé à partir, à me protéger des retombées. Mais je m'étais protégé pendant 12 ans. Peut-être qu'il était temps de simplement se tenir dans la vérité. Je resterai, ai-je dit. Rachel a hoché la tête et s'est dirigée vers la scène. Le maître de cérémonie, un ami de mon père qui gérait le programme de la soirée, a tapoté le micro. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. Notre belle future mariée, Rachel Porter, aimerait dire quelques mots. Des applaudissements polis ont parcouru la salle. Rachel a monté les 3 marches de la petite scène, sa robe en soie crème captant la lumière. Elle avait tout de la fiancée parfaite, posée, belle, gracieuse. Mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'elle ajustait le micro. 150 invités ont tourné leur attention vers elle. Mon père se tenait près de l'avant, rayonnant d'une fierté possessive. Tyler s'est positionné au pied de la scène, prêt à contempler sa fiancée avec adoration. Merci à tous d'être ici ce soir, a commencé Rachel, sa voix claire et stable. Je suis si reconnaissante de célébrer avec la famille et les amis de Tyler. Mon père a hoché la tête, approbateur. Avant de parler de Tyler, a poursuivi Rachel, je veux partager quelque chose de personnel, quelque chose qui a façonné qui je suis aujourd'hui. Un murmure d'intérêt a traversé la foule. Ce n'était pas le discours de remerciement standard auquel il s'attendait. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture. Un semi-remorque a grillé un feu rouge et a percuté ma portière à 80 km/h. Des halètements, des murmures de sympathie.
J'ai été transporté d'urgence à Johns Hopkins avec le sternum écrasé et une hémorragie interne massive. Les médecins ont dit à mes parents que j'avais 20% de chance de survivre à la nuit. Rachel a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer sur la salle. Mais j'ai survécu. Grâce à une personne, une chirurgienne extraordinaire qui m'a opéré pendant 7 heures et a refusé d'abandonner. J'ai senti les regards commencer à se déplacer. Les gens regardaient autour d'eux, se demandant où cela menait. Rachel m'a regardé directement. Cette chirurgienne est dans cette pièce ce soir. La salle de bal est devenue silencieuse. Son nom, a dit Rachel, sa voix inébranlable, est la docteure Myra Mercer. C'est une chirurgienne cardiothoracique à l'hôpital Johns Hopkins, l'une des meilleures du pays. Elle a pointé vers moi, et 150 têtes se sont tournées dans ma direction. C'est aussi la sœur de Tyler. Le silence a explosé en chuchotement. Je suis resté figé dans mon coin, le cœur battant, tandis que Rachel continuait, je ne le savais pas jusqu'à ce soir. Tyler n'a jamais mentionné que sa sœur était médecin. En fait, sa famille me l'a présenté comme quelqu'un qui travaille dans l'administration hospitalière. La voix de Rachel s'est durcie. Mais ce n'est pas vrai. La docteure Mercer n'est pas une administratrice. C'est une chirurgienne, une brillante, la femme qui m'a donné une seconde chance dans la vie. Le visage de mon père avait pâli. Tyler avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Ce qui est encore plus déroutant, a poursuivi Rachel, c'est qu'il y a quelques minutes à peine, Monsieur Mercer s'est tenu sur cette même scène et a présenté Tyler comme le seul enfant qui a réussi de la famille. Elle a laissé cela s'installer. J'aimerais que quelqu'un m'explique comment cela a un sens. Comment une famille ignore-t-elle la fille qui est devenue chirurgienne, tout en célébrant le fils qui... Elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration. Je suis désolé. Je ne suis pas venu ici pour attaquer qui que ce soit. Je suis venu ici parce que la vérité compte pour moi. Et la vérité, c'est que la docteure Myra Mercer m'a sauvé la vie. Sans elle, je ne serais pas là. Je n'aurais pas rencontré Tyler. Je n'aurais rien de tout ça. Rachel m'a regardé à nouveau, des larmes brillant dans ses yeux. Myra, voudriez-vous s'il vous plaît monter ici? J'aimerais que tout le monde rencontre la femme qui a rendu mon avenir possible. Tous les regards dans la pièce étaient sur moi. J'avais deux choix, me recroqueviller ou me tenir droite. J'ai choisi de me tenir droite. J'ai traversé la foule qui s'écartait, mes talons claquant sur le marbre à chaque pas. Les chuchotements me suivaient comme une vague. C'est la fille? Harold n'a jamais mentionné de fille. Une chirurgienne à Hopkins? Pourquoi cacherait-il ça? Quelque chose ne va vraiment pas ici. J'ai monté les marches et je me suis tenu à côté de Rachel. Elle a attrapé ma main et l'a serrée. De la foule, une voix d'homme s'est élevée, celle du docteur Howard Brennan, un cardiologue qui faisait apparemment partie du cercle de golf de mon père. Myra Mercer? Il s'est avancé, la reconnaissance se lisant sur son visage. J'ai assisté à votre présentation à la conférence de l'American Heart Association au printemps dernier. Vos recherches sur la réparation de la valve mitrale par voie mini-invasive étaient exceptionnelles. D'autres murmurent, d'autres têtes qui se tournent. Merci, ai-je dit simplement. Rachel s'est penchée vers le micro. Pour ceux qui ne le savent pas et apparemment, cela inclut la propre famille de Tyler. La docteure Mercer est certifiée en chirurgie cardiothoracique. Elle a publié dans des revues à comité de lecture. Elle a sauvé d'innombrables vies, y compris la mienne. Elle s'est tournée vers mon père, qui se tenait immobile près de l'avant, son visage un masque de fureur à peine contenu. Monsieur Mercer, sans vouloir vous manquer de respect, mais je dois vous demander, pourquoi avez-vous dit à cette salle que Tyler est votre seul enfant qui a réussi? Votre fille est juste là. Elle a accompli plus que la plupart des gens n'accompliront dans une vie. La salle a retenu son souffle. La bouche de mon père s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Ce n'est guère le moment ni l'endroit. Il me semble que c'est exactement le bon moment et le bon endroit, a dit calmement Rachel. Vous avez choisi de célébrer publiquement le succès de Tyler. Pourquoi ne pouvons-nous pas reconnaître celui de Myra? Quelqu'un au fond a commencé à applaudir. Puis une autre personne, puis une autre. En quelques secondes, la moitié de la salle applaudissait. Pas pour mon père, pas pour Tyler, mais pour moi. Et je n'avais rien demandé de tout ça.
La vérité avait simplement trouvé son chemin vers la lumière. Rachel m'a tendu le micro. Pendant un instant, je suis resté là, à regarder la mer de visages, certains curieux, certains sympathiques, certains mal à l'aise. J'aurais pu détruire mon père sur le champ. J'aurais pu étaler chaque affront, chaque rejet, chaque moment où il m'a fait sentir que je ne valais rien. Mais ce n'était pas ce que je voulais être. Merci, Rachel, j'ai gardé une voix calme, mesurée. Et merci à tous pour vos applaudissements bienveillants. Je ne suis pas venu ici ce soir en m'attendant à tout ça. J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Je suis venu parce que Tyler est mon frère, et que je voulais lui souhaiter bonne chance. C'est tout. Je ne suis pas venu pour créer des drames ou mettre qui que ce soit mal à l'aise. La posture de mon père s'est légèrement détendue. Il pensait que je reculais. Mais je ne vais pas non plus prétendre être quelque chose que je ne suis pas. J'ai croisé son regard. Je ne suis pas une administratrice d'hôpital. Je ne suis pas juste une parente. Je suis une chirurgienne cardio-thoracique. J'ai passé 12 ans à me former pour cette carrière, des années que j'ai financées entièrement par moi-même. La salle était totalement silencieuse. Je ne vous dis pas ça pour me vanter. Je vous le dis parce que la vérité compte. Rachel a raison sur ce point. Je me suis tourné pour la regarder. Il y a 3 ans, elle est arrivée dans ma salle d'opération plus morte que vive. J'ai passé 7 heures à me battre pour que son cœur continue de battre. Quand elle s'est réveillée, je lui ai promis que son combat en valait la peine. Rachel a essuyé des larmes de ses joues. Je n'ai besoin de la validation de personne, ai-je poursuivi en me retournant vers la foule. J'ai cessé d'en avoir besoin il y a longtemps. Mais je ne resterai pas non plus silencieuse pendant que les personnes qui auraient dû me soutenir font comme si je n'existais pas. J'ai reposé le micro sur le support. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci de votre écoute. J'ai reculé, et c'est là que Tyler a perdu le contrôle. Tyler est monté sur scène en trombe, le visage rouge, ses cheveux soigneusement gominés commençant à se défaire. Tu es sérieuse, là? Il a attrapé le micro, sa voix craquant d'une rage à peine contenue. C'est ma fête de fiançailles, et il a fallu que tu en fasses ton affaire, n'est-ce pas? Rachel s'est approchée de lui. Tyler, non. Il a pointé un doigt dans ma direction. Elle a toujours été comme ça, toujours à essayer de prouver qu'elle est meilleure que moi. Toujours en compétition. Même maintenant, même le seul soir qui est censé être le mien, elle ne peut pas me le laisser. Les invités se sont sentis mal à l'aise. Ce n'était pas le charmant Tyler qu'ils pensaient connaître. Je n'ai rien fait, Tyler. Ma voix était stable. Rachel m'a posé une question, et j'ai répondu honnêtement. Honnêtement? Il a ri amèrement. Tu veux parler d'honnêteté? Très bien. Parlons de la façon dont tu as abandonné cette famille, dont tu ne rentres jamais à la maison, dont tu te comportes comme si tu étais tellement meilleur que nous tous. Tyler, ma voix a tranché sa tirade comme un scalpel, quand comptais-tu dire à tout le monde que tu as abandonné ta résidence il y a 2 ans? La pièce est devenue absolument silencieuse. Le visage de Tyler s'est vidé de sa couleur. Quoi? Tu ne deviens pas médecin, Tyler. Tu es délégué pharmaceutique. Tu le es depuis 2 ans. J'ai fait une pause. Les 180 000 $ de papa. Et tu n'as même pas pu finir. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis Rachel s'est avancée et, lentement, délibérément, a retiré la bague de fiançailles de son doigt. Je t'ai demandé une chose, Tyler. Une seule chose. Quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai dit, s'il te plaît, ne me mens jamais. Elle a placé la bague dans sa main tremblante. Tu me mens depuis le jour où on s'est rencontrés. Elle a quitté la scène sans regarder en arrière. Tyler est resté seul sous le feu des projecteurs, tenant une bague dont plus personne ne voulait. Puis-je être honnête avec vous une seconde? À ce moment-là, en regardant Tyler debout avec cette bague, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. 12 ans de silence, et voilà comment ça se terminait. Dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que Tyler méritait ça, ou avez-vous pitié de lui? Et si vous êtes toujours là, si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec mon père, continuez à regarder. C'est la partie que j'ai attendue pendant 12 ans. Mon père a enfin bougé.
Il a monté lentement les marches de la scène, comme un homme marchant vers sa propre condamnation. Sa Rolex a capté la lumière alors qu'il posait la main sur l'épaule de son fils. Tyler, on en discutera à la maison. Sa voix était basse, contrôlée, mais je pouvais voir la veine pulser sur sa tempe. Tout le monde, s'il vous plaît, ne laissons pas ce petit malentendu gâcher la soirée. Malentendu? Le docteur Brennan s'est avancé de la foule. Harold, votre fille est l'une des chirurgiennes cardiothoraciques les plus respectées de la côte est. J'ai lu ses recherches. Je l'ai vue présenter à des conférences nationales. Et vous avez dit à tout le monde qu'elle était administratrice? D'autres voix se sont jointes. La façade soigneusement cultivée s'effritait. Mon père s'est tourné vers moi, son visage un mélange complexe de colère et de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Mira, ce n'est pas l'endroit. C'est vous qui en avez fait l'endroit, papa, quand vous vous êtes tenu là-haut et que vous avez appelé Tyler votre seul enfant qui a réussi, devant tous ceux avec qui j'ai grandi. J'étais juste. Tyler avait besoin. Il a bafouillé. Vous ne comprenez pas la pression qu'il subit. La pression? J'ai presque ri. Vous avez payé toute son éducation. Vous avez soutenu chaque décision qu'il a prise. Et quand il a échoué, vous l'avez couvert. Je me suis approché. J'ai eu 3 emplois pour payer mes études. J'ai dormi 5 heures par nuit pendant 4 ans. J'ai mérité tout ce que j'ai, sans aucune aide de votre part. C'était ton choix. Non, c'était votre choix. Vous avez décidé que je ne méritais pas de soutien parce que j'étais née fille, ai-je gardé une voix égale. Je ne demande pas d'excuses. J'ai cessé d'attendre ça il y a des années. Il m'a dévisagé, sans voix, peut-être pour la première fois de sa vie. Mais je ne vous laisserai plus m'effacer. Pas devant ces gens. Plus jamais. Rachel se tenait au pied des marches de la scène, les bras croisés, attendant. Tyler est descendu lentement, tenant toujours la bague de fiançailles comme si elle pouvait le sauver. Rachel, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Sa voix était calme, mais j'ai reconnu ce calme. C'était le même que j'utilisais quand une opération tournait mal, le moment juste avant une action décisive. J'allais te le dire. Quand? Le soir de notre mariage? Après qu'on ait acheté une maison. Elle a secoué la tête. Tu m'as dit que tu étais médecin, Tyler. Tu m'as montré ton emploi du temps. Tu t'es plaint de patients difficiles. Tout ça, c'était des mensonges. Pas des mensonges, juste. Je te protégeais. Me protéger de quoi? De la vérité? Rachel a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Je t'ai raconté le pire moment de ma vie. Je t'ai parlé de mon accident, de mon opération, de ma convalescence. J'ai été complètement honnête avec toi sur tout. Tyler n'a rien dit. Et maintenant, je découvre que la chirurgienne qui m'a sauvé la vie, la personne que je voulais remercier depuis 3 ans, est ta sœur. Une sœur que tu m'as délibérément cachée. Ce n'est pas. Ton père vient de te présenter comme son seul enfant qui a réussi, alors que ta sœur se tenait à 5 mètres de là, une sœur qui est réellement devenue médecin, et tu étais d'accord avec ça. Le silence de Tyler était accablant. Rachel a pris une profonde inspiration. Je t'aimais, Tyler. Vraiment. Mais je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne connais pas. Et de toute évidence, je ne te connais pas du tout. Elle s'est tournée et s'est dirigée vers la sortie, ses talons claquant avec finalité sur le sol en marbre. Tyler a crié après elle, Rachel, s'il te plaît. Elle n'a pas regardé en arrière. La bague est tombée de la main de Tyler et a rebondi sur le sol avec un petit bruit pathétique. Personne n'a bougé pour la ramasser. Dans tout ce chaos, je n'avais pas remarqué que ma mère s'approchait. Elle est montée sur la scène, quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire de toute ma vie. Linda Mercer ne faisait pas de scène. Elle n'attirait pas l'attention. Elle arrondissait les angles et maintenait la paix. Mais pas ce soir. Mira. Je me suis tourné pour lui faire face. Ses yeux étaient rouges, son maquillage soigné commençant à couler. Je suis tellement désolé. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Je savais ce que tu avais accompli, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante. J'ai suivi ta carrière de loin. J'ai lu tes recherches.
J'ai vu les annonces de l'hôpital quand tu as été promu. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Alors pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que j'avais peur, a-t-elle essuyé ses yeux du revers de la main. Peur de ton père. Peur de perturber la famille. Peur de... Elle a pris une inspiration tremblante. Peur d'admettre que je t'avais laissé tomber. Mon père se tenait figé derrière elle, regardant cela se dérouler comme un homme assistant à l'effondrement de son monde. Tu avais 18 ans, et je l'ai laissé te dire que tu ne comptais pas. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû te protéger. Sa voix s'est brisée. Mais je ne l'ai pas fait. Et tu as dû te protéger toi-même. Elle a attrapé mes mains, et je l'ai laissé faire. La femme que tu es devenue, la chirurgienne, le succès, tout ça. Tu l'as fait seule. Malgré nous, pas grâce à nous. Elle a serré mes doigts. Je suis si fier de toi, Mira. J'aurais dû le dire il y a des années. J'ai senti les larmes menacées de couler, les premières que je m'autorisais depuis longtemps. Merci, maman, ai-je réussi à dire. Ça compte plus que tu ne le penses. Elle m'a serré dans ses bras, un vrai câlin, le genre que je n'avais pas senti depuis que j'étais enfant. Derrière nous, mon père se tenait silencieux, observant, digérant. Pour une fois, il n'avait rien à dire. J'ai tenu ma mère un long moment, puis je me suis doucement reculé. La salle de bal était devenue silencieuse. Les invités commençaient à se diriger vers les sorties, les conversations basses et gênées. La fête était terminée, à tous les égards. Tyler avait disparu, probablement pour lécher ses plaies quelque part en privé. Mon père se tenait toujours sur la scène, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Je n'avais plus rien à leur dire à aucun des deux. Je devrais y aller, ai-je dit à ma mère. Elle a hoché la tête, tenant toujours ma main. M'appelleras-tu bientôt? Oui, j'appellerai. En descendant de la scène, Rachel m'a intercepté près de la porte. Mira, attends. Ses yeux étaient secs maintenant, son sang-froid retrouvé. Je ne sais pas comment te remercier, pour ce soir et pour tout le reste. Tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai brièvement touché son bras. Tu t'es sauvée toi-même ce soir, Rachel. Tu as choisi la vérité plutôt que le confort. Ça demande du courage. Je l'ai appris de toi. Elle a souri faiblement. Il y a 3 ans, quand je me suis réveillé dans cette chambre d'hôpital, tu m'as dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Qu'est-ce que c'était? Tu as dit, le plus dur est passé. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est vivre. Elle a pris une inspiration tremblante. Je crois que je comprends enfin ce que tu voulais dire. Je l'ai serré brièvement dans mes bras, mais sincèrement. Prends soin de toi, Rachel. Tu vas t'en sortir. Elle a hoché la tête et s'est écartée. Je suis sorti du Bethesda Country Club dans l'air frais de la nuit. Le voiturier s'affairait autour des voitures de luxe, mais je suis passé devant, sortant mon téléphone pour commander un Uber. Les portes automatiques se sont refermées derrière moi, étouffant les murmures et la musique. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois en 12 ans, ma poitrine n'était pas serrée. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'avais tenu bon. Maintenant, je pouvais rentrer chez moi. Beaucoup de choses peuvent changer en 7 jours. Rachel a rompu les fiançailles. Elle m'a envoyé un texto le lendemain matin, merci de m'avoir dit la vérité. Recommencer à zéro est effrayant, mais c'est mieux que de vivre dans le mensonge. Nous sommes restés en contact. Elle envisage de retourner en thérapie, de tout digérer. Je pense qu'elle s'en sortira. Tyler a finalement avoué à mes parents qu'il avait abandonné. D'après ma mère, qui m'appelle maintenant tous les 2 jours, mon père ne l'a pas bien pris. Il a coupé le soutien financier de Tyler jusqu'à ce que, comme il l'a dit, Tyler est un vrai projet de vie. Ironique, considérant qu'il ne m'a jamais donné de soutien à couper en premier lieu. Ma mère a commencé à suivre une thérapie familiale. Elle a demandé à mon père de se joindre à elle. Il a d'abord refusé, mais après une semaine de silence de la part de tous ceux qu'il avait l'habitude d'impressionner, il a accepté au moins une séance. Je ne me fais pas d'illusions sur une transformation, certaines personnes sont trop ancrées dans leurs habitudes. Mais le fait qu'il essaie, même un peu, est plus que ce que j'aurais jamais espéré. Quant à moi, je suis retourné au travail.
Le lundi après la fête, j'avais un double pontage prévu à 7 heures du matin. Je me suis préparé, j'ai fait mes incisions et j'ai passé 4 heures à faire ce que je fais de mieux. Quand le cœur du patient a recommencé à battre de lui-même, j'ai ressenti cette poussée familière de détermination. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Pas pour la reconnaissance, pas pour la validation. Pour des moments comme celui-ci, quand quelqu'un a une seconde chance dans la vie parce que j'ai refusé d'abandonner. Mon téléphone a vibré dans mon casier après l'opération. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est ton père. Pouvons-nous parler? Je l'ai fixé un long moment. Puis j'ai répondu, quand tu seras prêt à écouter, je serai là. Vous pourriez penser que cette histoire se termine par mon pardon à mon père, par une réconciliation larmoyante et un ils vécurent heureux. Ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne. La vérité, c'est que je suis encore en train de déterminer à quoi ressemble ma relation avec ma famille. Peut-être que nous retrouverons un chemin vers quelque chose de sain. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai fait la paix avec ça. Car voici ce que j'ai appris au cours des 12 dernières années, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous voient. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à reconnaître votre valeur. Vous ne pouvez contrôler que qui vous êtes et ce que vous faites de votre vie. J'ai passé trop d'années à attendre que mon père soit fier de moi, espérant qu'un autre accomplissement, un autre prix, un autre succès le ferait enfin me voir. Mais certaines personnes ne sont pas capables de voir au-delà de leurs propres attentes. Ce n'est pas votre échec, c'est le leur. La vraie victoire n'a pas été de me tenir sur cette scène pendant que Rachel disait à tout le monde qui j'étais. La vraie victoire a été le moment où j'ai réalisé que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour connaître ma propre valeur. Je suis chirurgienne cardio-thoracique. J'ai sauvé des vies. J'ai construit une carrière qui a un sens. Personne ne me l'a donnée. Je l'ai méritée. Et si mon père veut un jour faire partie de ma vie, il devra aussi mériter son retour. Ce n'est pas de la cruauté. Ce sont des limites. Établir des limites ne signifie pas couper les ponts avec les gens pour toujours. Cela signifie dire « je t'aime, mais je ne te laisserai plus me faire de mal ». Cela signifie protéger la vie que vous avez construite, même des personnes qui étaient censées vous aider à la construire. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, la fille négligée, l'enfant sous-estimé, celui qui n'a jamais été tout à fait assez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous êtes assez. Vous l'avez toujours été. N'attendez pas qu'il le voie. Voyez-le en vous-même. Après que tout se soit calmé, j'ai pris un café avec une amie, une psychologue spécialisée en dynamique familiale. Pourquoi penses-tu que mon père est comme ça, lui ai-je demandé. Est-ce juste une mauvaise personne? Elle a secoué la tête. Les gens sont rarement aussi simples. Elle a expliqué que mon père a probablement grandi dans un environnement où sa propre valeur était entièrement liée à la réussite, en particulier la réussite masculine. Son père mesurait probablement le succès de la même manière, et son père avant lui. C'est un schéma générationnel, a-t-elle dit. Il a intériorisé le message que les fils portent l'héritage familial et que les filles sont secondaires. Non pas parce qu'il déteste les femmes, mais parce que c'est littéralement tout ce qu'il connaît. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Non, ça ne l'excuse pas. Mais ça l'explique. Elle a remué son café. Le plus triste, c'est qu'il pensait probablement vous protéger. Dans son esprit, vous pousser vers le mariage et loin d'une carrière, c'était être un bon père, vous épargner les difficultés qu'il a traversées. Je suis resté avec ça un moment. Ça ne m'a pas rendu moins en colère, mais ça m'a aidé à comprendre que l'échec de mon père n'était pas personnel. Il avait juste tort. Catastrophiquement, douloureusement tort. Et certaines personnes n'apprennent jamais à être autre chose. La leçon que je veux vous laisser est la suivante, vous ne pouvez pas guérir des blessures que vous refusez de reconnaître. Que ce soit un parent qui vous a rabaissé, un frère ou une sœur qui a rivalisé avec vous, ou un système qui vous a sous-estimé, le chemin à suivre commence par l'honnêteté. Soyez honnête sur ce qui s'est passé. Soyez honnête sur la façon dont cela vous a affecté. Et soyez honnête sur ce que vous êtes prêt à accepter à l'avenir. C'est l'histoire. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si cela a résonné en vous, veuillez laisser un commentaire. Racontez-moi votre histoire. J'adorerais l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description pour des recommandations. Prenez soin de vous.
Vous le valez bien.